Bloch continua, au grand désespoir de M. de Norpois, à lui poser nombre de questions sur l'affaire Dreyfus. Celui-ci déclara qu'à vue de nez, le colonel du paty de Clam lui faisait l'effet d'un cerveau un peu fumeux et qui n'avait peut-être pas été très heureusement choisi pour conduire cette chose délicate qui exige tant de sang-froid et de discernement, une instruction. Je sais... Oui, écoute bien. Je sais que le Parti socialiste réclame sa tête à corps et à cri, ainsi que l'élargissement immédiat du prisonnier de l'île du Diable. Mais je pense que nous ne sommes pas encore réduits à passer ainsi sous les fourches codines de messieurs Géraud Richard et consorts. Cette affaire-là, jusqu'ici, c'est la bouteille à l'encre. Je ne dis pas que d'un côté comme de l'autre, il n'y ait à cacher d'assez vilaines turpitudes, et que même certains protecteurs, plus ou moins désintéressés de votre client, puissent avoir de bonnes intentions. Je ne prétends pas le contraire, mais vous savez que l'enfer en est pavé, ajouta-t-il avec un regard fin. Il est essentiel que le gouvernement donne l'impression qu'il n'est plus aux mains des factions de gauche, qu'il n'a à se rendre pieds et poings liés aux sommations de je ne sais quelle armée prétorienne, qui, croyez-moi, n'est pas l'armée. Il va de soi que si un fait nouveau se produisait, une procédure de révision serait entamée. La conséquence saute aux yeux. Réclamer cela, c'est enfoncer une porte ouverte. Ce jour-là, le gouvernement saura parler haut et clair. Les coqs à l'âne ne suffiront plus. Il faudra donner des juges à Dreyfus. Et ce sera chose facile car, quoique l'on ait pris l'habitude dans notre douce France, où l'on aime à se calomnier soi-même, de croire ou de laisser croire que pour faire entendre les mots de vérité et de justice, il est indispensable de traverser la Manche, ce qui n'est bien souvent qu'un moyen détourné de rejoindre l'Aspré, il n'y a pas de juge qu'à Berlin. Mais une fois l'action gouvernementale mise en mouvement, le gouvernement, saurez-vous l'écouter? Quand il vous conviera à remplir votre devoir civique, saurez-vous l'écouter? Vous rangerez-vous autour de lui? À son patriotique appel, saurez-vous ne pas rester sourd et répondre présent? Monsieur de Norpois posait ces questions à Bloch avec une véhémence qui, tout en intimidant mon camarade, le flattait aussi, car l'ambassadeur avait l'air de s'adresser en lui à tout un parti, d'interroger Bloch comme s'il avait reçu les confidences de ce parti et pouvait assumer la responsabilité des décisions qui seraient prises. Si vous ne désarmiez pas, continua M. de Norpois, sans attendre la réponse collective de Bloch, si, avant même que fût séchée l'encre du décret qui instituerait la procédure de révision, si vous vous retiriez sous votre tente et brûliez vos vaisseaux, ce serait à votre grande âme. Êtes-vous prisonnier des fauteurs de désordre? La fleur. Leur avez-vous donné des gages? Bloch était embarrassé pour répondre. M. de Norpois ne lui en laissa pas le temps. Si la négative est vraie, comme je veux le croire, et si vous avez un peu de ce qui me semble malheureusement manquer à certains de vos chefs ou de vos amis, quelque esprit politique, le jour même où la chambre criminelle sera saisie, si vous ne vous laissez pas embrigader par les pêcheurs en eau trouble, vous aurez ville gagnée. Je ne réponds pas que tout l'état-major puisse tirer son épingle du jeu, mais c'est déjà bien beau si une partie tout au moins peut sauver la face sans mettre le feu aux poudres. Il va de soi d'ailleurs que c'est au gouvernement qu'il appartient de dire le droit et de clore la liste trop longue des crimes impunis, non certes en obéissant aux excitations socialistes, ni de je ne sais quelle soldatesque, ajouta-t-il en regardant Bloch dans les yeux, et peut-être avec l'instinct qu'ont tous les conservateurs de se ménager des appuis dans le camp adverse. L'action gouvernementale doit s'exercer sans souci des surenchères, d'où qu'elles viennent. Le gouvernement n'est, Dieu merci, aux ordres ni du colonel Drian, c'est-à-dire des anti-Dreyfusards, ni à l'autre pôle de M. Clémenceau, les Dreyfusards. Il faut mater les agitateurs de profession et les empêcher de relever la tête. La France, dans son immense majorité, désire le travail dans l'ordre. Là-dessus, ma religion est faite. Mais il ne faut pas craindre d'éclairer l'opinion. Et si quelques moutons, de ceux
bien connu notre Rabelais, se jetaient à l'eau tête baissée, il conviendrait de leur montrer que cette eau est trouble, qu'elle a été troublée à dessein par une engeance qui n'est pas de chez nous, pour en dissimuler les dessous dangereux. Et il ne doit pas se donner l'air de sortir de sa passivité à son corps défendant quand il exercera le droit qui est essentiellement le sien, j'entends de mettre en mouvement Dame Justice. Le gouvernement acceptera toutes vos suggestions. S'il est avéré qu'il y a eu erreur judiciaire, il sera assuré d'une majorité écrasante qui lui permettrait de se donner du champ. Vous, monsieur, dit Bloch en se tournant vers monsieur d'Argencourt, vous êtes certainement Dreyfusard. À l'étranger, tout le monde l'est. C'est une affaire qui ne regarde que les Français entre eux, n'est-ce pas ? Répondit monsieur d'Argencourt avec cette insolence particulière qui consiste à prêter à l'interlocuteur une opinion qu'on sait manifestement qu'il ne partage pas, puisqu'il vient d'en émettre une opposée. Bloch rougit. Monsieur d'Argencourt sourit en regardant autour de lui, et si ce sourire, pendant qu'il l'adressa aux autres visiteurs, fut malveillant pour Bloch, il le tempéra de cordialité en l'arrêtant finalement sur mon ami, afin d'ôter à celui-ci le prétexte de se fâcher des mots qu'il venait d'entendre et qui n'en resteraient pas moins cruels. Madame de Guermantes dit à l'oreille de monsieur d'Argencourt quelque chose que je n'entendis pas, mais qui devait avoir trait à la religion de Bloch, car il passa, à ce moment, dans la figure de la duchesse, cette expression à laquelle la peur qu'on a d'être remarqué par la personne dont on parle donne quelque chose d'hésitant et de faux, où se mêle la gaieté curieuse et malveillante qu'inspire un groupement humain auquel nous nous sentons radicalement étrangers. Pour se rattraper, Bloch se tourna vers le duc de Châtellerault. « Mais vous, monsieur, qui êtes français, vous savez certainement qu'on est Dreyfusard à l'étranger. Quoi qu'on prétende qu'en France, on ne sait jamais ce qui se passe à l'étranger. Et du reste, je sais qu'on peut causer avec vous, Saint-Loup me l'a dit. » Mais le jeune duc, qui sentait que tout le monde se mettait contre Bloch et qui était lâche, comme on l'est souvent dans le monde, usant d'ailleurs d'un esprit précieux et mordant que par atavisme il semblait tenir de monsieur de Charlus. « Excusez-moi, monsieur, de ne pas discuter de Dreyfus avec vous, mais c'est une affaire dont j'ai principe de ne parler qu'entre japhétiques. » Alors les japhétiques, c'est ceux qui ne sont pas du tout juifs. Tout le monde sourit, excepté Bloch. Non qu'il n'eût l'habitude de prononcer des phrases ironiques sur ses origines juives, sur son côté qui tenait un peu au Sinaï, mais au lieu d'une de ces phrases, lesquelles sans doute n'étaient pas prêtes, le déclic de la machine intérieure en fit monter une autre à la bouche de Bloch. Et on ne put recueillir que ceci. Mais comment avez-vous pu savoir ? Qui vous a dit ? Comme s'il avait été le fils d'un forçat. D'autre part, étant donné son nom, qui ne passe pas précisément pour chrétien, et son visage, son étonnement montrait quelque naïveté. Tu viens ?